Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Nous avions il y a quelques années, Véronique, un module qui s'appelait droit de suite. Et on est un peu dans cette rubrique-là du droit de suite. L'an dernier, vous nous avez fait l'amitié de nous annoncer en avant-première mondiale, les membres du RECA, que vous étiez sortant de votre conseil d'administration, la décision à l'unanimité de s'engager dans une démarche de labellisation des écoles du réseau. Il nous importait à Véronique et moi-même de vous donner la parole pour que vous puissiez informer de l'avancement du projet et que vous nous rappeliez aussi ce qui vous avait déterminé à vous engager dans ce process. Voilà, je vous laisse évoquer l'état de l'art de cette, comment je vais la qualifier, évolution majeure du RECA. Évolution, je pense que c'est le bon mot. Parlez bien proche du micro, s'il vous plaît. Oui, merci Patrick pour l'invitation et merci de nous permettre de nous exprimer un petit peu plus longuement que l'année dernière où on avait annoncé notre vote en AG très rapidement. Donc effectivement, pourquoi un label pour ces écoles du RECA ? On est plusieurs, toutes les écoles du RECA ont bien conscience du contexte des écoles qui est en constante évolution. Je vais y arriver, en constante évolution. Et du coup, ensemble, on a réfléchi par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passait. On a identifié des facteurs prégnants, c'est-à-dire des grands groupes qui arrivent sur le marché des formations, qui pour nous ont un impact direct, qui créent une concurrence assez exacerbée. Ces grands groupes et d'autres ont des pratiques commerciales qui, vues de l'extérieur, nous semblent un petit peu discutables, entre guillemets. On peut aussi se dire que on met ça en perspective avec le marché de l'emploi, qui en ce moment n'est pas tout sourire. Et puis cette offre de formation se développant de plus en plus, elle est difficile à comprendre, on en parlait à l'instant, par les étudiants, par leurs familles. Et donc ce contexte pour nous, pour les écoles du RECA, il nous a amené sur une réflexion, une auto-réflexion, donc plutôt là centrée sur le RECA en particulier. On a des forces, on est fort au RECA, on est plus d'une trentaine d'écoles. Le RECA, je crois que c'est 2010, la création officieuse, deuxième année des RAF, où ça commençait à se mettre en place de manière, pour l'instant, en off au départ. Donc il y a un vrai esprit du RECA. Et ce qui guide notre réflexion jusqu'à aujourd'hui, c'est de garder cet esprit du RECA. On y tient, il nous est cher. Donc c'était une de nos forces principales. On travaille tous ensemble avec des modèles pédagogiques et économiques assez diversifiés. Donc ça aussi, c'est une force. Ça peut apparaître parfois comme une faiblesse, mais c'est parmi les éléments qui nous ont motivés à créer ce label. Après, on a identifié d'autres choses. Il y a quelques faiblesses dans le RECA. Toutes les écoles ne sont pas tout à fait engagées au même niveau, il faut le dire. Et puis, en fait, on était déjà considérés comme un label par beaucoup, sauf que nous n'en étions pas un. Et donc, face à ces menaces de concurrence, on a, vu le côté positif, parce qu'on est quand même assez optimiste au RECA, et qu'on s'est dit qu'on avait une super opportunité devant nous de clarifier une offre de formation, notamment. Les écoles étaient volontaires pour s'engager dans ce processus. Et puis, en parallèle, l'État avait imaginé aussi un processus de labellisation des écoles supérieures. Donc, on s'est dit que notre réflexion n'était pas à côté, qu'on était au bon endroit. Donc, c'est ce qui nous a motivés à réfléchir à ce label. La volonté première est celle d'avoir plus de transparence, puisque des informations peuvent sortir de ci, de là, avec des méthodologies de récupération de données ou de questionnement un petit peu contestables. Et nous, on s'est dit que notre but premier, c'était afficher la transparence. Donc, on est une association ouverte. N'importe quelle école peut postuler. On a cet esprit du RECA qui nous est cher, comme on l'a déjà évoqué. Et puis jusqu'à présent, ce RECA, il était fédéré par une charte. Il y avait quand même des petites contraintes, mais ce n'était pas vraiment engageant au sens strict du terme. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc nous, on s'est dit que pour avoir plus de transparence, quels étaient nos moyens. On a vraiment focalisé notre réflexion sur deux pans précis. Clarifier l'offre de formation. On s'adresse avant tout à des étudiants, à des familles, et puis promouvoir des usages positifs. Donc clairement, la solution pour nous, la plus efficace pour arriver à ça, était celle de la création d'un label. Alors on est des écoles, donc on aime bien se poser des questions. Donc la première question qu'on s'est posée, parce que ce terme de label, finalement, il peut recouvrir des réalités très diverses. Les enjeux, la volonté de clarifier l'offre de formation et en même temps de nous pousser vers des conduites positives pour notre milieu.
on a tout de suite compris que cette idée de labellisation était importante, mais finalement un label, ça peut être un label comme celui d'un label de musique, qui est juste un rassemblement de gens qui aiment bien un style de musique, ou ça peut être un label d'origine, donc le label est très polysémique. Donc on va passer d'abord par une petite définition des choix qui sont venus à nous. Alors, tous ces choix, toutes ces discussions, je voulais juste contextualiser ça avant, ça a été fait dans le cadre d'un groupe de travail où 7 écoles se sont associées pour travailler sur, tiens, qu'est-ce qu'on entend quand on dit un label, qu'est-ce qu'on est actuellement, comment notre charte fonctionne, quels critères on va pouvoir mettre dans ce label, etc. Donc la première question qu'on a dû se poser, c'est justement vers quel label on va. Et quand on définit, donc on a bien vu qu'on n'était pas un groupe de rock ou un éditeur musical, donc ça ne va pas être ce label-là. Et il y a deux autres types de labellisation. Il y a des labels qui sont normatifs, qui donnent des normes, qui définissent comment on parle des choses. Et après, il y a des labels qualitatifs. Un label qualitatif n'existe pas finalement sans label normatif. Parce qu'un label qualitatif, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se servir de normes et définir des seuils pour dire, à partir de ce moment-là, vous rentrez dans le label. Mais il faut déjà que ce moment-là et cette façon de l'afficher soit clair. L'Eureka, comme on l'a dit, ça représente une diversité d'écoles, de différences d'approches, de structures, de modalités de financement aussi de ces écoles qui sont très diverses. Et on voulait aussi être attaché à ça. Donc la première chose qu'il faut faire de toute façon quand on parle de label, c'est d'abord et avant tout de créer des normes. Donc vous allez voir qu'on est très rapidement arrivé dans la proposition du groupe de travail. Quand je dis très rapidement, ça a pris quand même 23 réunions parce qu'on aime discuter en long, en large et en travers de tous les sujets pour être sûr d'aller dans le bon sens. On a défini dans le cadre de cette labellisation du Eureka, et ça a été la proposition du groupe de travail, dans un premier temps, des normes d'affichage. Clarifier la façon dont on parle des écoles, de contenu, du cadre, et tout ça, Anne va revenir dessus sur justement tout ce qui est normé dedans. Mais clarifier ces normes d'affichage, c'est dans un premier temps donner des indicateurs, donner ce qu'on va afficher. On va aussi définir la façon dont on calcule ces choses, si c'est des chiffres, ou si c'est des indications d'où elles viennent, et qu'est-ce qui prouve leur justesse, pour finalement préparer une capacité à contrôler. Parce qu'un label, pour rentrer dans un label, l'idée c'est que ça suive d'une procédure de contrôle. Donc ça, c'est tout un premier pan, ce sont des normes d'affichage pour que les futurs étudiants, leurs parents, puissent regarder l'offre de formation et faire un choix éclairé en ayant des données valides, valables et qui soient structurées de la même manière à travers toutes les écoles d'Eureka. Deuxième sujet, des normes d'usage. Dans nos discussions et dans cette idée de labellisation et d'aller vers la qualité, on a repéré plusieurs usages qu'on aimerait voir contrôlés, dans le sens où qu'ils soient structurés par l'Eureka pour dire ces choses-là on les fait, ces choses-là on ne les fait pas. Et vous verrez, donc c'est là de cadrer des pratiques et de prévoir aussi, parce que comme l'a dit très justement Anne, on aime parler entre nous et construire des projets entre nous, aussi prévoir le réceptacle pour pouvoir continuer ce travail de labellisation et que ça ne soit pas juste une labellisation tentée, mais qu'elle puisse aussi évoluer et intégrer d'autres usages que l'Eureka recommande et que ça soit un processus aussi pour permettre à donner un outil Eureka pour aller plus loin. Tout ça, ces deux normes, la recommandation du groupe de travail, ça a été de le faire dans un cadre audité. Et quand on dit audité, on le dit sérieusement. On va revenir dessus, mais globalement avec un organisme externe qui vient regarder de manière fiable les données qui sont affichées, les modalités de calcul et indépendantes. On va y revenir. Donc je ne vais pas passer à travers toutes les étapes qu'on a déjà passées, c'est tous les petits points que vous voyez. Mais globalement, on a déjà discuté, il y a eu le travail du groupe de travail, présentation aux 33 écoles, discussion avec les écoles, clarification, changement de certains des critères, vote en AG exceptionnel, donc l'année dernière, où on a voté, donc quasi-unanimité, ça a été voté pour, avec une abstention. Puis finalement, on a continué ce travail. Donc après, le groupe de travail est devenu un groupe de mise en place maintenant, sur lequel on travaille encore aujourd'hui, avec une plateforme de saisie qui permet de servir les données, une recherche d'un cabinet externe, avec toutes les questions qui vont avec, quel type de cabinet, comment l'intervenir, on va y revenir. Et puis après, cette labellisation, une fois qu'on a un cabinet, le cabinet il veut pouvoir faire son travail, donc on a travaillé là dans les derniers mois sur les preuves de charge, c'est-à-dire que quand on dit quelque chose, comment on le prouve maintenant. Et voilà. Et finalement, un travail plus cosmétique, mais qui est important aussi, qui est de préparer le site web d'Eureka, la façon de partager ces informations. On en est là, donc on est aujourd'hui, ce soir, les écoles se rassemblent auprès du cabinet d'audit pour entendre le cabinet d'audit leur présenter justement les preuves de charge, et en sachant que le calendrier après, c'est d'avoir la première école auditée en janvier 2025 et d'avancer sur un rythme. Alors,
qui peut paraître long, mais il y a quand même 34 écoles, 34 écoles à auditer sur 2 ans, ça en fait 2 par mois, un petit peu plus même parce qu'on ne compte pas les mois d'été, pour que à la fin des 2 prochaines années, toutes les écoles aient été auditées et que toutes les données soient certifiées pour les normes d'affichage. C'est moi ça aussi ? Ouais. Notre cabinet d'audit. Si je peux rajouter un petit mot sur la diapo précédente, on voulait vous partager avec vous, cette timeline pour bien vous expliquer que c'est une réflexion collective qu'on a avec 2 groupes de travail successifs et qu'on est vraiment dans de l'échange permanent à la fois entre écoles, avec la déléguée générale du RECA, Christine Mazereau, et puis avec ce cabinet d'audit que Simon va vous présenter et qui est aussi un cabinet de conseil éthique. Ouais, on a choisi le cabinet Indaba, qui est un cabinet donc un cabinet d'audit externe, qui a l'habitude de travailler dans le milieu social et dans le milieu associatif. Donc, était un cabinet qui non seulement assume ses fonctions donc de sérieux, mais aussi a une compréhension du mouvement associatif et donc qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'il va faire ce cabinet ? Il va vérifier les données publiées par les écoles, avec à la fois, dans le premier temps, sur les 2 premières années, il y aura un rafraîchissement de l'audit, donc un nouvel audit tous les 5 ans, avec un processus de tirage au sort des écoles. Une harmonisation des pratiques qui vient avec cette labellisation, parce que quand on doit donner des données de la même façon, il faut aussi qu'on les récolte de la même façon, d'une façon ou d'une autre. Et finalement, il faut comprendre que donc, ce cabinet d'audit va venir auditer les écoles et que c'est aux frais des écoles. Alors, ce n'est pas les écoles qui le payent directement, c'est bien le RECA qui va le payer, parce qu'il faut absolument que ce cabinet soit indépendant. Tout ça, je voulais aussi signifier et remercier le CNC pour son soutien, parce que pour la mise en place, on a reçu une aide du CNC pour nous aider à commencer ce travail avec Indaba. Et voilà, on a toujours un support sans faille du CNC, et on le remercie beaucoup pour ça. Oui, et puis du coup, ces audits, on dit effectivement aux frais des écoles, même si c'est le RECA qui va payer, c'est un fort engagement de la part des écoles. Donc ça prouve encore une fois l'intérêt de nos 34 écoles du RECA à labelliser et à faire preuve donc, de transparence. Et peut-être tu n'as pas mentionné le côté prof, vérification aléatoire, parce que ça nous semblait important quand même de se dire si l'audit a lieu tous les 4-5 ans, qu'est-ce qui se passe entre-temps sur les données ? D'une part, elles seront publiées et donc comparables avec celles des années précédentes. Et puis, si dans la collecte des données, on a des doutes ou des incertitudes, on peut se permettre de vérifier 1 ou 2 éléments de manière aléatoire. Donc il faut comprendre quand même que les écoles ont voté un système contraignant pour elles, qui leur demande du travail en plus, qui leur demande aussi de montrer patte blanche, en sachant que les écoles sont déjà contrôlées par d'autres instances, selon leur forme, qu'elles soient privées sous contrat ou publiques. Elles sont déjà contrôlées par des instances, que ce soit la France Compétences ou d'autres. C'est un contrôle supplémentaire qui vise aussi à promouvoir des pratiques en termes d'affichage, du contenu des formations, etc., qui aillent vers le mieux. Mais justement, on va rentrer dans ce sujet-là, je crois, après. Voilà, pour rentrer un petit peu dans les choses précises, qu'est-ce qu'il va être vérifié, notamment donc par grands points, parce qu'on ne va pas vous faire tout par le menu. Je ne vous ai pas accordé beaucoup de temps. Non, et puis ceux qui sont intéressés iront voir sur le site du RECA dès le mois de janvier. Évidemment, on va vérifier et auditer le diplôme, le titre, un étudiant qui arrive, quel titre il va avoir in fine, quel diplôme. Donc voilà, être clair sur la certification et puis lutter contre des mentions qui peuvent être parfois trompeuses. On a un attachement assez fort sur les conditions d'accès. Quel est le taux de sélection, le taux de passage de l'année 1 à l'année 2, quels sont les prérequis. Un apport bien sûr sur les contenus de formation, donc quels sont les moyens pédagogiques qui sont mis à disposition des étudiants par les écoles, quelles sont les spécialités, du coup si ce sont de vraies spécialités, combien d'heures il y a exactement de cette spécialité, etc. Une belle clarification sur les coûts, les financements, donc affichage des frais réels, des frais induits, frais de scolarité, plus le matériel, etc. etc. En fait, le but, c'est qu'il n'y ait pas de surprise par les étudiants ni par leurs familles. Aujourd'hui, il nous semble très, très important d'être au clair sur l'insertion professionnelle qui est promise par les écoles, en tout cas qui est affichée, donc des règles de calcul claires et donc normées, identiques pour toutes les écoles, qui permettent de mettre en avant certains points et certaines particularités d'école, et puis de vérifier les mentions des studios employeurs réguliers, etc.
Et puis la dernière chose, le taux de poursuite d'études. Quand on rentre dans une formation où on a une idée très claire de ce que l'on veut faire après, où ça se dessine au fur et à mesure des années, mais ce taux de poursuite d'études, il nous semble important qu'il soit normé et pas sujet à une interprétation, et donc encore une fois avec des règles de calcul très précises. Ce taux de poursuite d'études, c'est aussi à l'interne de l'école, savoir quand je rentre dans une école, combien de pourcents d'étudiants sortent de l'école diplômés à la fin, et d'avoir vraiment aussi une idée comme ça du taux de réussite de ces formations, ce qui n'est pas forcément affiché aujourd'hui. Si on continue sur les... Ah non, vas-y. Non, c'est tout, c'est à toi, je crois. Hop. Non, c'est toi. Ah bah c'est moi. Et donc toutes ces données, elles seront partagées sur le site Reka Animation. L'idée, c'est que le site serve de plus en plus aussi de plateforme de vérité pour toutes ces informations, de lieux communs où on peut aller quand des parents nous demandent, et nous, en tant qu'école, ça nous arrive souvent sur les salons, mais où est-ce que je peux avoir une source d'information fiable? Et bien, que le Reka, maintenant, prenne aussi cette fonction-là, et une fonction plus complète que ce qu'elle fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a peu d'informations sur le contenu des formations sur le site des Reka, donc une information plus vaste et auditée, ce qui est une première, on va dire, dans le milieu de l'enseignement supérieur. On n'a pas d'exemple identique de labellisation dans d'autres secteurs, en tout cas. Donc voilà le travail dont parlait Simon sur le site internet et sur la communication de ces données. Ouais. Deuxième pan, les normes d'usage. Des choses qui parlent très fortement aux écoles et qui parleront peut-être moins aux studios, mais on a déjà commencé le label avec 4 normes. Une première norme sur les conditions commerciales d'inscription. Vous comprenez qu'avec un secteur où il y a de plus en plus d'acteurs et de plus en plus de formations, certaines pratiques, d'un point de vue éthique, nous dérangeaient. Donc on a mis déjà un cadre là-dessus. Le cadre visant à garantir que les étudiants puissent faire leur choix sereinement d'école, sans pression, pendant leur année de terminale. C'est un premier point, et vous voyez que ça traite des sujets des fois très, très, très clairs, qu'on ne veut plus voir. En tout cas, les 34 écoles ont décidé que c'était fini, ce genre de pratique, ou du moins dans le cadre du Reka. Alors peut-être en dehors du Reka encore ces conditions-là, mais en tout cas, elles seront affichées comme anormales par le Reka. Tout un travail sur le bien-être étudiant et l'engagement des écoles à structurer ce bien-être étudiant, que ce soit à travers la rédaction de chartes éthiques, que le suivi des handicaps. C'est un point important aussi de la labellisation. Sur la communication, des engagements sur les mentions des travaux, sur la façon de communiquer sur l'école, aussi un cadre qui doit être respecté. Et finalement, je l'ai placé en dernier, un sujet sur l'éco-responsabilité qui, on a voulu l'indiquer dans le label tout de suite, mais celui-là, en vrai, est encore à écrire. C'est-à-dire dans le label, on dit qu'on a un engagement pour que les écoles, justement, s'engagent dans une démarche responsable vis-à-vis de la situation écologique et de leur consommation carbone. Aujourd'hui, tout reste à écrire encore là-dedans, et c'est des groupes de travail qui auront lieu dans la suite. On va pouvoir poursuivre avec 33 réunions. Ouais. Et puis pour conclure, pour laisser la parole peut-être au public ou enchaîner, oui. Pour faire un petit résumé de ce qui nous a conduit à ce processus de labellisation, une concurrence saine, ça nous semble vraiment le côté loyal entre nous, et puis se démarquer aussi d'autres écoles qui ne joueraient pas le jeu. Donc par des chiffres normés, on va les comparer, on va les partager, ils seront accessibles à tous, donc ça c'est quand même une grande première. Et puis ces usages contrôlés et des pratiques bannies, on est un petit peu radical, mais oui, on voulait quand même faire un peu le ménage. Alors avant de passer la parole à la salle, ça embrasse beaucoup de sujets, peut-être pas l'ensemble des préoccupations qui existent autour des écoles. Je ne peux pas citer le travail mené par les intervalles qui s'appelle « Rouage des écoles d'animation, une mécanique curieusement riguée » qui est sorti récemment, qui je pense a fait parler, et peut-être aussi plus largement des débats qu'on a ici depuis des années sur le nombre d'étudiants, le rapport avec l'employabilité, etc. Mais voilà, je pense que vous avez démontré qu'il y avait là des avancées significatives dans un processus qui est engagé et qui durera durant des années. Y a-t-il dans la salle des questions, des remarques, des interventions ? Bonjour et merci, Anne-Emmanuelle Brasseur-Lyon. J'avais une petite question. On a pointé sur la conférence précédente le fait que les familles notamment n'étaient pas toujours bien informées. Comment vous avez prévu de communiquer et de diffuser les informations récoltées
pour que ces familles-là s'y intéressent, sachant qu'elles ne connaissent pas forcément l'existence du RECA. Alors moi, je suis un peu moins sûr, parce que le RECA, nous, on en entend pas mal parler quand même sur les salons, et je pense que les écoles le mettent en avant. Je pense que c'est une raison de plus de le mettre en avant, le fait qu'une école appartienne au RECA, cette labellisation, cet engagement vers une transparence, vers un discours construit sur la pédagogie qui est déployé dans l'école. L'idée est bien sûr que le site web du RECA soit une source d'information, qu'il y ait une sensibilisation aussi sur toutes les personnes qui participent à l'orientation des étudiants autour de ces sujets. Là, on n'a pas vite fait parler parce que le gouvernement avance un peu moins vite que nous, mais le gouvernement hier a annoncé qu'ils relançaient leur projet de labellisation du supérieur pour 2026. Donc nous, on aura presque fini à ce moment-là. Ils seront peut-être au début. Donc on espère en tout cas que tout ça fera des échos, parce que justement, cette idée d'avoir des critères... de savoir où trouver l'information, ça va être l'enjeu du RECA, évidemment, que de surcommuniquer maintenant sur ces sujets-là pour orienter les... L'enjeu du RECA et des écoles membres aussi, j'imagine, Oui. individuellement. Oui, tout à fait, un affichage sur nos sites respectifs. Et Une sorte Christine de revendication. je pense qu'on peut être fier déjà de tout le travail accompli et puis de ce qui en sortira, je pense, de très positif. Et Christine Mazereau, la déléguée du RECA, reçoit énormément de coups de téléphone de familles. Donc elle fait beaucoup de pédagogie et de médiation. Je pense que là, elle aura un outil encore plus efficace vers lequel renvoyer les familles. Je pense qu'on a le temps d'une autre question. Alors, il y a plusieurs mains. Oui, ici Benoît 2-3 DVF. Une double question. Je vois que la première école va être contrôlée dès le début de 2025. Est-ce que les chiffres vont être donnés au fur et à mesure des contrôles, ou est-ce que l'idée c'est d'attendre un premier audit global? Deuxième question, comment seront gérés les éventuels écarts par rapport à la norme? Est-ce qu'il y aura une communication dessus? Comment ce sera fait? Pour répondre à la première partie, première école en janvier 2025, et les données, donc on va récolter les données de toutes les écoles, les formulaires sont déjà partis, on en reparle ce soir en réunion. Toutes les écoles vont devoir remplir les données avec des règles de calcul identiques, et toutes ces données-là vont être publiées. Certaines auront ce logo label RECA que vous voyez là, le petit pictogramme doré. Celles-ci auront été auditées et donc les données seront fiables. Et au fur et à mesure donc, des 2 années, toutes ces écoles et toutes les données vont être validées vont être labellisées. Est-ce que je suis claire? Et donc tout va être publié en même temps, certaines labellisées ou non, mais tous les chiffres seront accessibles. Et pour la deuxième partie de la réponse, qu'est-ce qui se passe si des données sont fausses, si elles ne répondent pas aux critères du label? Je pense que dans les fondamentaux en termes de valeur du RECA, je pense que les écoles qui ont participé, qui ont voté pour ce label, se sentent une responsabilité sociétale, celle de faire un métier important qui a un impact sur la vie des jeunes, de futurs professionnels. Donc là-dessus, l'audit aura lieu. Cet audit sur la première saisie sera bienveillant évidemment parce qu'il peut y avoir des corrections, puis chaque modèle est un peu différent, mais dans l'idée un refus de rentrer dans la norme ou des infos volontairement fausses donnera l'exclusion du RECA après un passage devant le conseil d'administration. Bonjour, Julien de Paris de l'École des Nouvelles Images. Alors, je vais faire un exercice un petit peu pas facile parce que je vais évoquer aussi des choses, du coup, un peu compliquées. Je vais essayer de traduire ce qui a été dit, mais avec un discours, je pense, un peu concis, franc. En fait, Pour concis, je veux bien. Ouais, ça va pas être facile. Mais je vais prendre la parole quand même un petit peu. En fait, aujourd'hui, il faut vous rendre compte qu'il y a environ 9000 professionnels dans notre secteur d'activité. Il y a environ 12 000 étudiants en formation. Il y a un problème majeur. C'est la merde. Et il faut qu'on travaille ensemble pour vraiment construire. La question en fait, que je mets dans les mains des professionnels et des studios, c'est quelles écoles vous voulez que demain survivent? En fait, c'est ça aujourd'hui ce qui se passe. Il y a trop d'écoles. Il y a 36 écoles Horeca, il y a en fait 80 formations initiales, il y a 120 centres de formation en France, etc. Moi, j'ai commencé ce métier, il y avait 15 écoles, d'accord, et 8 de valables. Aujourd'hui, il y en a 120, il y en a toujours 8 de valables. Qu'est-ce qui, demain, vous, en tant que professionnel, quelles écoles vous voulez avoir pour former les futurs professionnels? C'est ça la question, en fait, qu'on met vraiment dans vos mains aujourd'hui.
Il y a des questions majeures où notre filière doit se structurer et je pense que justement tout le travail qui est fait aujourd'hui, qui a été présenté au RECA, c'est un premier avancement, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus fortement. Par exemple, moi il y a un débat que j'aurais aussi voulu qu'on ait et j'espère qu'on l'aura rapidement, c'est apprendre de la crise actuelle. Qu'est-ce qui va faire qu'on va apprendre de la situation qu'on est tous en train de vivre, société de production et école? Quelles sont les problématiques, par exemple, de comment on va sortir de la crise? Est-ce que demain, vos studios qui vous vivez sur votre trésorerie qui s'amenuise jour après jour, comment demain l'État va se positionner pour peut-être, par exemple, cautionner des prêts pour vous permettre de survivre? Ça, c'est des questions vraiment, et je le pose en tant qu'école, comment on va travailler ensemble pour que ces choses-là se structurent? Et juste pour conclure, parce que je vais aller très vite, il y a des choses magnifiques en fait qui sortent des écoles, il y a des choses magnifiques qui sortent de vos studios, et c'est important de ne pas non plus jeter à un moment donné un espèce de regard généraliste où on mélange tout, etc. Je suis désolé pour les intervalles, mais l'étude qui a été faite, elle est faible et elle ne répond pas aux questions. Et je tiens en tant qu'école à le dire et à me mouiller concrètement là-dessus. Et il y a des mélanges qui sont faits dans les raisons pour lesquelles il y a des difficultés. Et voilà, je souhaite simplement qu'on puisse en parler en toute intelligence, de manière structurée, et en tant que professionnel et passionné de cette filière. Voilà, désolé. Merci pour ton intervention, voilà. Julien. On pourrait sans doute y consacrer une après-midi, mais dans les sujets que tu as abordés, notamment la vision qu'on peut avoir des perspectives économique du secteur, on va y revenir dans l'après-midi. Pour pouvoir y revenir, il faut qu'on mette fin à cette session. Ouais, je vous remercie beaucoup. Merci. S'il vous plaît. Juste pour rebondir sur ce que disait Julien, sans faire long, oui. Il est évident que cette structuration du RECA est dans le sens d'essayer d'adresser les enjeux que Julien pointait du doigt, que chaque école est très consciente des enjeux que l'industrie traverse. Là, je vais parler avec ma casquette école. Cette fois-ci, moi, je suis très fier d'être dans cette industrie parce que ces discussions existent et qu'elles ne sont pas cachées et qu'on a des lieux comme ici, justement, pour les traiter. Alors, bénéficions de cette chance et en effet, engageons-nous dans ces longue vie au RAF. S'il vous plaît, je vais être très très rapide. Je souscris énormément à ce qui a été dit et bravo pour ce que vous êtes en train de faire. Juste un petit paramètre, les studios sont manquants un peu dans votre équation et je pense qu'on serait beaucoup à vouloir être plus impliqué dans ce que vous êtes en train de faire. Et n'hésitez pas à envoyer des mails, à taper aux portes, parce qu'avec plusieurs amis studios, des fois on cherchait à se réunir pour faire ce que vous êtes en train de faire, et il faut qu'on soit beaucoup plus présent, car au final c'est nous qui recrutons les gens, c'est nous qui accueillons les CV des personnes qui viennent et qui n'ont pas le niveau des fois et qui l'ont aussi, donc prenez-nous en compte et envoyez-nous des mails, on sera réactifs. Merci beaucoup. Merci. Et je voulais remercier justement Julien de bien rappeler que école et studio, on est un binôme. Et ça va dans le sens de ce que vous venez de dire. Donc oui, merci.